Effectivement, donc Elvire Gouz, je pense qu'il y a beaucoup entre vous qui le connaissent. C'est vraiment le cerveau qui était derrière Terracon, donc sur le développement dans la chondroplasie. Et là, c'est quelqu'un qui bouille d'énergie et de créativité et des idées et qui connaît l'os. Voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours un tout petit peu difficile pour moi pour le remplacer à ces années de connaissances. Donc en 2020, elle était toujours à l'INSERM. Et elle a ses idées sur la thérapie génique dans certaines dysplasies squelettales. Donc, notamment, l'idée, c'était autour des maladies de collagénopathie de type 2. Donc, elle a pu monter de l'argent en 2020, ce qui est aujourd'hui, comme vous imaginez, vraiment un achievement qui est assez conséquent. Et depuis 2020, donc on n'est qu'en 2022, on est placé à Nice, dans le bioparc de Sophia Antipolis. On a déjà 1000 mètres. Donc, sur place, on est une biotech vraiment intégrée. Donc, c'est-à-dire que chez nous, on a les animaux. On a les animaux de 7C. On a également du mini-pig. On fait toute notre animalerie. C'est incroyable quand on est en meeting. Moi qui ai fait toute ma vie de biotech, quand on dit, tiens, on a regardé ça, et il y a Stéphanie qui est à côté, oh, je peux faire ça vendredi. Donc, vraiment, on peut faire les choses très vite. On a également la production et, comme a été dit tout à l'heure, on est en train de mettre en place les équipes pour arriver dans la phase clinique de thérapie génique. On a mis en place, on travaille énormément avec la communauté. Donc, on n'est pas un biotech en silo, on veut travailler avec vous. On travaille beaucoup avec également des associations de patients et des personnes atteintes de différentes dysplasies squelettales pour vraiment comprendre quels sont les besoins avant qu'on avance, qu'on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui est un vrai besoin des personnes. Donc, on travaille également avec des autorités réglementaires. Donc, vous voyez le MHRA. C'est pas parce que je suis anglaise qu'on a fait en Angleterre en premier, c'est parce qu'ils sont en compétition avec le monde entier. Donc, en tant qu'autorité réglementaire, ils vont très vite. Mais également, on travaille avec le European Medicines Agency, parce que ça, c'est le parcours qu'on a en France. Également, même si on fait des études cliniques en France et on travaille avec des agences en France, on passe par l'IMA avant. Donc, vraiment, on avance extrêmement vite et on est plus d'une trentaine de personnes déjà dans l'entreprise. Donc, comme je vous ai dit, l'idée d'Elvire, c'est vraiment de dire on travaille dans un domaine où il n'y a pas grand-chose. Même en arrivant, moi j'ai passé mon carrière à travailler dans les maladies métaboliques, donc je connais beaucoup moins bien tout ce qui est les os. Mais dans les maladies métaboliques, aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires naturelles, il y a beaucoup de registres, on connaît, il y a beaucoup d'études qui sont faites depuis des années et des années. Ici, c'est différent. Donc on arrive et c'est vraiment un domaine où il y a un vrai besoin de développement, de recherche. Et on passe un principe qu'il y a plusieurs, compte tenu que les maladies sont beaucoup qui sont monogéniques, c'est vraiment des maladies qu'on peut réfléchir sur les technologies de thérapie génique. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on se dit. Nous, on fait une preuve de concept dans un domaine et après, on peut se dire, on peut changer en laissant le vecteur parce qu'on sait que ça peut marcher. En changeant le transgène, on peut traiter d'autres maladies. Et moi, personnellement, c'est mon rêve dans les maladies rares, qu'on n'est pas uniquement dans les maladies rares qui sont plus communs, mais également sur les familles où ils sont très peu nombreux, qu'il y a très peu de recherches, on peut avoir des réponses à toute autre personne qui sont vraiment atteintes des choses qui sont vraiment pas très communes. Mais on commence notre recherche dans tout ce qui est les collagénopathies de type 2. Je me fais rire parce que j'ai un drôle d'accent quand je dis ça, je suis désolée. Et donc on regarde en premier. Ce qu'on veut regarder, c'est ceux qui sont qui sont diagnostiqués le plus jeunes, qui sont dans le cas le plus sévère, parce que c'est plus facile de regarder comment le traitement va agir sur ces personnes-là. Donc c'est vraiment ce que notre focus et concentration, c'est vraiment dans ces maladies-là.
Mais également, on veut penser à ceux qui sont encore plus sévères, comme les hypochondrogénésis. Comment est-ce qu'on peut aussi les impliquer et mettre dans des études cliniques. Et également, dans l'autre extrême, on entend les besoins aussi des personnes qui sont atteintes de Stickler, les besoins aussi de traitement qui aujourd'hui sont très peu de choses, très peu d'options, et comment est-ce qu'on peut aussi penser à ces personnes-là. Donc, je pense qu'il y a une expression en anglais qui s'appelle « preaching to the choir ». Donc, je pense que quand je mets un slide comme ça, vous le connaissez très, très bien. Mais c'est juste pour vous démontrer que notre réflexion aujourd'hui, on parle, et il y a toujours dans tous des différences au niveau de tout ce qui est nomenclature et l'appellation des différentes maladies. Donc, on parle, je pense que je n'ai pas ma dernière version de DEC, mais bon, ce n'est pas grave. J'espère que les slides après sont celles qui sont attendues. Donc, on parle de NIEST, on parle du CDC. Donc, c'est vraiment le premier groupe dans lequel on est en train de regarder. Donc, et après, comme je vous ai dit, le hypochondrogenesis et regarder comment, avec le Stickler et des maladies qui sont moins sévères, comment est-ce qu'également on peut intégrer dans notre développement clinique. Donc, le CDC, je pense que j'ai couvert les choses, je voulais dire, autosomal dominant. Donc, autosomal dominant monogénique, donc vraiment quelque chose qu'on peut avoir une réflexion de thérapie génique. Je voulais laisser cette slide parce que la population, c'est extrêmement important dans toute recherche qu'on puisse comprendre l'épidémiologie. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Je râle depuis 20 ans à la Commission européenne à différents endroits pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que mieux comprendre, ça veut dire mieux mettre en place des études cliniques, mieux servir les populations des patients parce qu'on sait les différents problèmes à long terme, etc. Donc il y a un vrai travail que j'espère qu'on puisse faire ensemble pour mieux, parce que la France, c'est vraiment un pays, compte tenu de l'avancement sur les maladies rares, je dirais, sur les centres d'expertise, qu'on peut mieux vraiment comprendre l'épidémiologie et les problématiques au niveau de long terme. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on est en train de développer un vecteur lentiviral. D'accord, c'est une lentille. La raison pour laquelle on fait une lentille, c'est parce qu'on veut que ça s'intègre, parce qu'on cible les chondrocytes. On cible les chondrocytes dans le plaque de croissance. On fait une lentille parce que ce qu'on sait, donc ça c'est la recherche de LVR. Les AAV, donc les AAV, je pense que pour tous qui fait un petit peu les suivis de thérapie génique, les AAV n'entrent pas dans les plaques de croissance. On peut avoir des publications qui disent on entre dans les plaques de croissance, on regarde en détail, ça n'entre pas dans les plaques de croissance, ou ça entre dans tout autre tissu, foie, rate, etc. Avec mais il n'y a pas ça cible assez par la plaque de croissance. Première raison. Également, quand on parle du le COL2, le COL2, c'est un transgène qui a une taille qui ne permet pas également d'utiliser les AAV. Et en plus, on veut que ça s'intègre parce que, comme je vous ai dit, nous, ce qu'on veut, ici, on a, je sais que vous le connaissez très bien, mais pour ceux qui peut-être connaissent moins bien, dans les collagénopathies de type 2, les chondrocytes multiples, mais ils n'ont pas la possibilité de se structurer parce que les fibres de collagène 2 sont fragmentées, sont cassées, donc ils ne se structurent pas comme il faut, et donc ils ne forment pas l'os comme il faut. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on intègre dans les chondrocytes qui se multiplient, et compte tenu de ça, on peut avoir une structuration de collagène 2 qui permettent de cette structure, pour l'os. Au niveau de qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a utilisé lentilles, on a le transgène. Et après, au niveau de contrôler l'intégration aussi, on utilise un promoteur. Le promoteur est spécifique
a le collagène 2, donc il est spécifique, et on voit ça, je vais vous montrer un peu de data qu'on en voit chez les animaux, qui est vraiment, on voit que ça va là où on veut que ça va. Et aussi, je voulais dire que la population, on sait qu'il y a des problématiques également chez les adultes, mais compte tenu qu'on cible le plaque de croissance, on cible, les traitements vont bénéficier des enfants qui sont toujours en croissance. Et malheureusement, du moment qu'il n'y a plus de croissance, il n'y a pas de raison, ou on n'a pas de raison de penser qu'on aura un bénéfice pour les patients. Donc vraiment, les études cliniques, on parle en pédiatrie. Donc ici, je ne sais pas si c'est du data que maintenant, on est en cours, on a présenté ça à la ASGCT, qui est l'American Society of Gene and Cell. J'ai un bon accent quand je dis ça, hein? J'ai moins d'accent. Et donc c'est vraiment, c'est incroyable. Et ça, après, je dis, moi qui viens de maladies métaboliques, maladies neurodégénératives, où c'est très difficile parfois de voir l'impact chez l'animal sur le produit. Ici, il y a une chose qu'on voit tout de suite, c'est la croissance. Donc dans la première preuve de concept chez le souris, donc c'est le souris ZC. C'est une souris qui est homozygote, mais qui a un phénotype qui est très, très similaire. Donc, c'est-à-dire que c'est un phénotype qui a une instabilité au niveau atlanto-axial, qui a des scolioses de kyphosis, qui a des coxavara, qui a des problèmes de croissance. Donc, c'est une souris qui a des problèmes respiratoires. Donc, c'est une souris qui est un très bon modèle. Et on voit avec cette première preuve de concept où on a fait 3 traitements qu'on a une souris qui devient presque un wild type, donc au niveau de la taille, au niveau de tout ce qui est les complications. Et ici, je ne sais pas si j'ai un pointeur, si je appuie là-dessus, j'ai un pointeur, c'est ça? Ça ne va pas tout... Oui, ici, en fait, ici, vous voyez que ça, c'est le wild type. Ici, on a un patient, le souris ZC, et ici, vous voyez vraiment que la structure des chondrocytes, c'est assez remarquable. Et donc, ce qu'on a fait également, donc on a parlé que ce qu'on veut faire, c'est traiter des enfants. Et donc, on veut traiter des enfants, et c'est une question qui vient tout le temps. Quand est-ce qu'on peut traiter les enfants ? Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut maximiser la possibilité de bénéfices. Donc, c'est-à-dire que, idéalement, pour toute maladie qui est progressive, le plus jeune qu'on traite, les meilleurs l'impact de médicaments, clair. Mais on pense, compte tenu que c'est les problèmes de croissance des os et les croissances de os va impliquer, il y a des complications, et des complications qui sont non seulement dans l'enfance, mais les complications qui sont chez des personnes plus âgées également. On veut regarder si on peut traiter plus tard, quel peut être l'impact également de notre thérapie. Donc, pour l'instant, on a traité, donc on est en cours dans le souris ZC, on a traité à jour 5 et à jour 8, et également, on voit un impact. Donc ici, bon, après, c'est différent chez le souris parce qu'on a beaucoup de souris qui ne survivent pas. Et donc, on voit qu'il y a 100% de survie, c'est les animaux qui sont traités. Et on voit également, on fait un petit rattrapage au niveau de la taille et poids. Et ici, c'est nouveau. Donc, c'est du data qui commence à sortir. Donc, on a regardé, donc on a acheté un micro-CT, donc c'est top. Au niveau de l'imagerie, ce qu'on peut voir, et je montrerai plus de ça. Et là, on a également regardé donc le wild type, les souris PBS, plus ici, c'était le low dose, donc le dose le plus faible. Là, maintenant, on est en train de regarder des doses aussi plus élevées. Et on mesure l'angle, les 2 angles de la colonne vertébrale chez le souris, et après on compare entre le wild type et les animaux qui sont traités.
Ici, donc, également, cette souris-là, elle a des problèmes de fémur au niveau de tout ce qui est l'angle de pelvis. C'est la même chose en français, merci. Et ici, comme vous voyez, vous avez, hop là, comment je reviens? Voilà. Ici, vous voyez que vous avez donc notre wild type, notre animal qui n'est pas traité, et après on voit au niveau d'un traitement, donc ça c'est vraiment quelque chose. Et c'est normal qu'on voit, parce qu'on a vu le côlon, c'est normal chez l'humain et chez les souris, on attend qu'il y a une différence au niveau de l'activité de la plaque de croissance, selon la plaque de croissance, selon l'âge. Donc ça, c'est absolument compréhensible et attendu au niveau des résultats, qu'ici, on a vraiment plus d'impact. Ici également, et ça c'est quelque chose qu'on est en train aussi de regarder, peut-être qui est peu connu dans la littérature, probablement connu par vous, mais peu connu dans la littérature, que c'est des problèmes au niveau de tout ce qui est respiratoire chez ces enfants-là. Et donc, c'est quelque chose dans l'histoire naturelle, on veut également mesurer. Donc, on va mesurer avec une spirométrie pour voir comment fonctionnent les poumons chez ces enfants. Mais c'est absolument incroyable, parce qu'on a acheté cette micro-CT qu'il y avait chez le souris, on ne voyait pas un poumon. Il y avait un poumon que c'était vraiment parce qu'ils sont, comme vous voyez dans cette image-là, extrêmement peu présents, très peu d'air. Et là, donc ici, vous avez le wild type. Ici, vous avez le souris qui a été traité à D5. Et ici, le souris qui est traité à D8. Nous avons également, quand on a la chance d'être une biotech, je pense que c'est vrai que c'est quand on voit les biotech comme ça qui sont spin-off de INSERM, il y a vraiment cette... toute la connaissance scientifique, c'est vraiment un avantage parce que non seulement on avait dit on ferait l'animalerie, on fait le prod chez nous, mais on voulait aussi faire le preuve de concept chez des cellules des patients. Donc bien entendu, faire des preuves sur des chondrocytes, c'est compliqué. Et donc on a un nombre des personnes, donc on a pris du PBMC pour faire des iPS cells, et après les iPS cells, on a produit des chondrocytes et on a testé. Et on voit vraiment, je ne sais pas si vous allez voir sur les images, mais entre ce qui est le personne, donc c'était une mutation qui était très sévère, c'était une glycine substitution, et on voit aussi que notre technologie fonctionne et on voit l'alignement de chondrocytes pareil. Et également ici, vous voyez qu'on est en train de penser, on a des cellules également de Stickler pour penser pour comment est-ce qu'on peut penser à ces personnes-là qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait aussi pour eux. Ici, on a réfléchi avec beaucoup de cliniciens, donc on a regardé la littérature, et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand est-ce qu'on peut, et sur quelles os est-ce qu'on peut avoir un impact selon le moment qu'on traite. Et les os, le croissance, c'est quelque chose, mais en fait, le vrai recherche, le vrai impact qu'on veut voir, c'est sur la fonction et le bien-être de la personne. Donc, c'est ces discussions qu'on a également avec les autorités réglementaires, parce que nous, on pense, même en traitant plus tard, avant la puberté, qu'on puisse avoir un impact, effectivement, c'est sur la croissance, mais ce qui nous intéresse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'impact qu'on peut avoir sur qu'il y a moins de risques des complications plus tard. Donc, et là, après, c'est ce que j'avais dit, au niveau de tout ce qui est plaque de croissance, selon l'âge, selon les os, on peut attendre d'avoir un différent impact selon l'âge de la personne.
Donc, je ne sais pas si Valérie est dans la pièce parce que je ne l'ai pas vue encore. Non, elle est peut-être en virtuel, mais bonjour Valérie, ici elle est en virtuel. Donc, on travaille avec Valérie à Necker, donc sur notre histoire naturelle. Et c'est vrai, il y a très peu, il y a quelques publications, il y a pas mal de publications sur le CEDC, mais quand on vraiment à aller en profondeur de ces publications, le data est souvent rétrospective, il n'est pas collectionné avec la même rigueur qu'on fait des études cliniques. Et donc, en fait, on connaît très peu. Par exemple, les complications à la naissance, est-ce qu'il y a une implication sur les complications plus tard? Il y a beaucoup de questions qu'aujourd'hui, c'est difficile à reprendre. Donc, c'est une étude. Et d'ailleurs, je vous ai même amené, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur le fait que quand quelqu'un entre dans une histoire naturelle, c'est un cadeau, il fait la recherche. Parce que quand il entre dans une histoire naturelle, on ne peut pas lui dire oui, vous entrez dans l'histoire naturelle, donc vous allez pouvoir accéder à une étude clinique. C'est souvent pas le cas, parfois c'est le cas, mais pas toujours. Donc c'est vraiment, quand il entre dans l'histoire naturelle, c'est un cadeau qui fait la recherche. Et donc on a travaillé beaucoup sur comment est-ce qu'on peut remercier les enfants qui entrent, sur des informations, sur des certificats, des choses comme ça. Donc je vous ai amené pour regarder si vous voulez tout à l'heure. On essaye, et en cours, c'était un challenge qu'on a beaucoup travaillé avec Valérie et l'autre centre, parce qu'en France, il y a une prise en charge qui est telle qu'elle, avec différentes assessments qui sont faits dans les timings mis en place, mais ce n'est pas pareil au Canada, ce n'est pas pareil aux US. Et par exemple, si on va en Angleterre, ils font systématiquement chez toutes les personnes des assessments au niveau de tout ce qui est l'œil assez approfondi. Donc c'est un petit peu compliqué de dire, sur une histoire naturelle qui est prospective, on va collectionner ce qui est la prise en charge standard, parce que ce n'est pas le même dans tous les pays. Donc on a vraiment beaucoup réfléchi pour comment est-ce qu'on ne collectionne pas trop, mais suffisamment pour qu'on peut vraiment comprendre le parcours de la maladie. Donc, on a des sites en France, Espagne, Suisse, US et UK. Donc, c'est une grande étude. Et bravo la France, parce qu'on a l'autorisation de comité d'éthique, donc c'est bon. Donc, on va avoir... donc, c'est vraiment très imminent qu'on peut commencer à recruter dans cette histoire naturelle. Et également, vous pouvez trouver des informations sur clinicaltrials.gov. Donc, on l'appelait Rocket. Donc, ça, c'est un petit peu le matériel qu'on a développé pour les enfants. Notre étude, c'est une étude clinique sans la thérapeutique. Donc, c'est vraiment qu'on a mis en quelque chose qui est vraiment de rigueur. Après, l'utilisation de cette étude, en premier, c'est pour que potentiellement les enfants puissent faire un rollover, qu'ils puissent aller dans la phase clinique après. Mais on est très discret là-dessus parce qu'on ne veut pas donner des fausses promesses. On ne veut pas dire, il faut vraiment... Certaines personnes, parfois, ils pensent, on va dans une histoire d'étude, donc c'est sûr qu'on va dans l'étude clinique. On est très... prudent sur la communication-là, mais effectivement, compte tenu des outcomes qu'on va regarder dans cette étude, ça sera très important de connaître la croissance de ces enfants avant de traiter aussi. Donc, c'est quelque chose qui est... ça ferait partie de la phase 1-2. On va également faire du collectionner de rétrospective parce que je pense particulièrement dans ce type de maladie, ce que vous faites en imagerie, des choses comme ça sera vraiment très important qu'on puisse le collectionner aussi. Mais aussi, les histoires naturelles, il sert, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu ça, par exemple, le meilleur exemple, c'est le mucoviscidose. Le mucoviscidose, les registres qui ont été mis en place il y a maintenant 20 ans, ils ont changé le parcours et la possibilité de développer des médicaments plus rapidement. Donc, on espère qu'avec ce genre d'études aussi, on peut faire la même chose. Et là, aujourd'hui, effectivement, on est dans les cholangiopathie de type 2.
mais on peut utiliser la même plateforme pour faire d'autres études. Et nous, InnoScale, on est, et moi, c'est mon background aussi, on ne peut pas faire une histoire naturelle et après qu'il y a un autre industriel qui arrive et dit « Moi, j'ai besoin de faire une histoire naturelle dans la même maladie. » Donc, tout le monde fait une histoire naturelle. Et il y a une famille qui va faire un hopping entre plein d'histoires naturelles. On est extrêmement collaboratif. On va être très ouvert sur la façon comment on va publier le data après, que ça devient quelque chose qui sert aussi la communauté aussi bien que la recherche d'InnoScale. Et là, il y a vraiment, ça c'est un exemple assez récent, mais je peux lister sur un grand tableau le nombre des exemples dans les maladies rares où on puisse aller aux autorités réglementaires sans un groupe de contrôle dans une étude clinique parce qu'on a bien fait notre histoire naturelle. Et même, parfois, les personnes disent oh, oui, on n'est pas sûr qu'on peut aller avec une histoire naturelle, mais seulement parce qu'il y a certaines qui ont utilisé des histoires naturelles qui ne sont pas aussi rigoureuses qu'on a mis en place. Donc, il y a des histoires naturelles que même ils sont allés avec de data rétrospective, ils arrivent. Donc, avec celle qu'on utilise, on maximise les nombres de patients qui puissent aller dans une étude clinique. On ne va pas arriver dans une étude clinique où les autorités réglementaires ils vont dire ben, vous faites un randomized control trial, vous mettez la moitié avec un placebo et la moitié traitée. C'est pour ça aussi qu'on le fait et on sait qu'on peut arriver parce que d'autres sont arrivés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et on travaille aussi avec Anne-Laure, on essaie d'écouter la communauté des personnes qui sont atteintes aussi de toutes les cholangiopathie de type 2. On a fait ce que j'appelle un Patient Advisory Board. J'aime pas forcément tous ces mots de Natural History Study, Patient Advisory Board. Malheureusement, c'est les noms que tout le monde connaît. Par exemple, Natural History Study, je peux faire observationnel parce que Natural History, on ne va jamais laisser, on va toujours intervenir. Donc, et Patient Advisory Board, ce n'est pas le bon mot non plus, mais malheureusement, c'est celle qui est connue. On a travaillé beaucoup sur le matériel, on veut travailler avec des organisations, on veut également travailler sur quelque chose qu'on appelle un Clinical Outcomes Project, donc c'est-à-dire travailler avec les communautés et les médecins, pour comprendre ce que vous pensez sont les meilleurs endpoints. Quelqu'un m'a expliqué ce que c'était endpoint tout à l'heure en français, clinique qu'on puisse regarder. Et on n'oublie jamais que les personnes atteintes de cette maladie, c'est là qu'on doit avoir l'impact. Donc, on travaille également sur ce qu'on appelle de PRO, donc Patient Reported Outcomes, donc c'est des familles eux-mêmes qui constatent comment je vais et qui remplissent des questionnaires. Et on s'est dit avec le Advisory Board qu'on était en train de réfléchir pour décrire qualitativement le gait. Quelqu'un peut me dire gait en français? La marche, c'est juste la marche? Ok, parfait. Non, la démarche. La démarche, merci. La façon de marcher. Façon de marcher. Donc on essaye de décrire, et c'était vraiment très compliqué. Tout le monde décrivait autrement. Et donc, on fait des vidéos sur la marche parce qu'on s'est dit, peut-être on peut développer, de regarder exactement et commencer à réfléchir s'il n'y a pas une façon de développer un score qui est spécifique à cette pathologie en développant, en regardant des vidéos. Donc, on fait ça également. Donc, la résumé, donc on a fait du in vivo, in vitro. J'ai parlé de mini-pig, mais aujourd'hui, je ne vous montre pas le data parce que c'est encore confidentiel. Mais une chose qu'on a vu sur le preuve de concept du CDC, on a également regardé chez les mini-pigs. Pourquoi les mini-pigs? Parce qu'il a une structure au niveau de squelette qui est assez similaire au niveau de la distribution que l'homme. Et on voit également que notre technologie, on arrive à faire une administration systémique
et il arrive là où il faut qu'il arrive. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on a fait beaucoup plus qu'une preuve de concept, on est vraiment lancé maintenant pour ce qu'on appelle des études pour arriver en clinique maintenant. Donc, c'est-à-dire on augmente le nombre, on fait tout ce qui est les études de tox, on fait tout ce qui est pour comprendre la translation pour le dose chez l'animal, pour le dose chez l'humain également. Donc on est dans le préclinique, mais on prévoit, donc on fait des réunions avec nos cliniciens aussi pour commencer à réfléchir sur le protocole pour la phase 1-2. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on le sait très bien dans ces maladies-là, et c'est pour ça que moi je suis dans l'industrie toute ma vie, mais je ne ferai rien d'autre que les maladies rares parce qu'on peut faire une différence, mais pas seul. Et donc, on a besoin de mettre en place ces études, on a besoin de comprendre l'épidémiologie. Donc, c'est vraiment avec tous qui sont atteints, les chercheurs, les organisations, les industriels ensemble, pas en silo non plus, qu'on va arriver. Et voilà l'équipe InnoScale qui fêtait les maladies rares. Et voilà un petit garçon en Espagne qui s'appelle Maël, qui est adorable, qui m'envoie des petites séances de trompette de temps en temps, qui me fait plaisir, qui me fait le soleil le matin. Et avec ça, je vous remercie beaucoup et ouvert pour les questions. Bonjour, merci beaucoup pour ce très joli travail. J'avais une petite question sur les travaux sur la souris. Donc à D5, quand vous faites les administrations à D5, vous montrez qu'on récupère très bien le phénotype. Un peu moins à D8, mais vous regardez au même moment. Donc j'aurais deux questions. Est-ce que si vous regardez quelques jours après, donc ce delta de 3 jours ou 4 jours, si vous regardez chez la souris, est-ce que vous récupérez encore un peu mieux? Donc c'est juste un problème de cinétique. Ou alors c'est vraiment un problème de biodisponibilité avec ce décalage, ou c'est juste un effet qui est différent? C'est une très bonne question. My gut feeling, ça sera que ça va être la même chose. Je pense que, parce qu'en principe, je pense que la biodistribution, ils sont traités à D8 et après on sacrifie à D22. Donc, mais je pense que je poserai la question aux tout ce qui est en labo, mais je pense que ça ne ferait pas la différence. Je pense que c'est vraiment parce qu'on l'a traité plus tard. Et c'est intéressant parce que, comme vous avez vu sur les slides, on a un impact sur tout ce qui est fémur D5, D8 et moins sur tout ce qui est le rib cage, ce qui est un peu entendu. Moi, j'ai une question. Merci beaucoup pour votre très belle présentation. Hein. Voilà, c'est très stimulant. La perte de croissance dans toutes les maladies du squelette, elle se fait beaucoup dans les premiers mois et premières années de vie. Donc, du coup, votre approche, elle est vraiment très, très intéressante et super pertinente. Est-ce que, et d'ailleurs, c'est ce que disait Gilles aussi, et vous montrez bien que le D5, il semble plus efficace. Enfin, en tout cas, vous avez vos données sur le poumon. En tout cas, vous montrez que vous avez un meilleur résultat que le D8. Et est-ce que, du coup, vous n'avez pas comment dire, est-ce le concept de faire une preuve de concept chez l'enfant ou chez l'enfant très jeune plutôt que chez l'adulte, ça n'est pas un souci, ça n'est pas ou chez le grand enfant, ça n'est pas un problème de démarrer une preuve de concept chez l'enfant ou chez le petit? Mais nous, on creuse ça. Et j'étais juste en train de revenir sur ça, parce que je crois que la biodistribution est la même. Donc, en fait, ça répond à la question. Mais ici, donc là, vous avez raison. Quand on traite, on ne va pas faire un rattrapage de croissance. Donc, les enfants qui sont nés de petite taille à la naissance, on ne rattrape pas ça. Et plus tard, on traite, on ne rattrape pas ce qui est perdu. On ne va pas rattraper une fusion. Voilà, ça c'est déjà fait. D'accord. Après, je pense qu'il y a une vraie question sur je pense qu'il y a plus une question sur les complications
de la maladie plus tard, s'il y a une scoliose qui est très importante, quel pourrait être l'impact de traitement. Et ça, il faut... Parce que forcément, c'est la sécurité avant tout. Donc ça, on vraiment regarde comment ça sera mieux. Est-ce qu'un enfant qui est très atteint et plus âgé, c'est peut-être pas le meilleur. Après, maintenant, je suis en train de réfléchir en même temps, hein, donc c'est pas ce qu'on va faire. Par contre, donc, ce qu'on a regardé, et encore l'histoire naturelle va répondre à cette question, donc on a regardé beaucoup de data de Horton, on travaille avec différentes personnes qui partagent des informations sur la vélocité de croissance. Et donc, on peut comparer la vélocité de croissance chez les enfants atteints et les enfants de stature normale. Et donc, dans les premiers 3 ans de vie où on a le plus gros croissance, qu'ils arrivent à moitié de leur taille, les enfants avec un 7C sont à moitié. Donc, c'est à moitié à peu près. Et après, il y a ce plateau, et après, il y a à peu près 2 cm de différence au niveau de croissance par an. Et après, il y a l'adolescence. Et l'adolescence, il y a 7, surtout chez les garçons aussi, mais les filles également, qu'ils n'ont pas. Donc, du coup, on se dit, et également, donc vraiment réfléchir sur les complications, parce que ça, je pense, c'est autre chose, mais sur la croissance, et si la croissance est la cause des complications, donc la formation, pas que la taille, mais la formation des os, c'est ça qui cause les complications. On pense que même en traitant plus tard, on peut aider. Gagner à ce moment-là. Ouais. Et j'ai une deuxième question sur le fait que la souris marche sur ses 4 pattes, oui, et l'homme sur ses 2 pattes. Quelle différence vous attendez dans les résultats que vous voyez, vous, par exemple sur le bassin, oui, ou sur la colonne vertébrale, et ce que peut-être vous allez voir chez les patients? Oui, donc, non, c'est super question, parce que le souris, moi je viens aussi du domaine de maladies neurodégénératives, et le souris, c'est le souris. Donc c'est très petit, c'est pas la taille de l'homme, il est sur 4 pattes. On a les mêmes problèmes avec d'autres animaux, surtout en cerveau aussi. On avait les mêmes problèmes sur les chats, les choses comme ça, selon le mode d'administration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc systémique, c'est peut-être plus facile qu'on a des modes d'administration qui sont directs aussi. Donc ça facilite. Et nous, on est systémique. Mais c'est pour ça qu'on fait donc le souris, là, c'est l'imitation, bien entendu. Donc on fait le mini-pig, et mini-pig, j'adore le mot mini. C'est pas trop mini, hein, c'est assez conséquent. Même au niveau de la production, on a notre CMC parce que ils sont pas petits. Donc on fait le mini-pig parce que également, même sur les 4 pattes, mais du fait que c'est systémique, on a quand même une architecture de tout ce qui est la structure des squelettes qui est similaire. Et également, on va faire le primate, donc le singe, parce que pour combattre. Donc ce qu'on n'a pas chez les animaux. Donc ces animaux-là, ce qu'on regarde. Sur le 7C, on regarde un concept pour voir si ça marche au niveau de la fonction, parce que l'animal est la même maladie. Donc on regarde ça. Et après, pour faire la translation, quand on voit les animaux de taille plus proche de l'humain, de plus grande taille, on regarde la biodistribution. Et donc là, on peut taguer, on peut voir, et donc chez les mini-pigs, et beaucoup, hein, on fait beaucoup d'animaux, c'est nombreux, et on voit toute la biodistribution dans tous les tissus, bien entendu, pas comme dans le squelette, on regarde le rat, le cerveau, le foie et tout ça. Donc on fait le comparatif par la biodistribution. Oui, j'ai une question sur la biodistribution, justement. Est-ce que vous avez déjà évalué les profils de biodistribution dans les souris et à quoi ça correspond? Désolé, j'ai perdu la première partie en fait de votre présentation, donc peut-être que vous avez déjà dit ça. Mais voilà, je me demandais si vous avez une idée de comment le vecteur ça se distribue dans l'organisme. Voilà. Oui, on a. Faut que je mesure ce qui est confidentiel et ce qui n'est pas confidentiel, parce que c'est une bonne question. On regarde tout, donc c'est une obligation, c'est ce que j'ai dit. On a toujours, avec une administration systémique, vous avez toujours une préférence pour les organes comme le foie et la rate, donc parce que ça c'est normal, c'est avec toutes les thérapies géniques. Avec notre promoteur, il y a clairement
ça faveur une distribution dans les plaques de croissance. Il y a une slide que je ne vous ai pas montrée parce que je pense que c'était dans le deuxième deck que j'ai dû confondre les decks. On a fait avec une administration, une seule administration, on voit également que ça prévient le détachement rétinal chez le souris également. Donc en cours, ça c'est les genres de choses qu'après on regarde dans l'animal plus gros pour voir si on a la même biodistribution qui est très différente entre une souris et un mini-pig et un non-human primate. Mais sans vous donner les résultats, parce que ça je ne peux pas, oui, donc foie, rate, en principe, après on regarde tout en parler. Bien entendu, au niveau de tout ce qui est organes reproductifs, forcément on est obligé de regarder ça, on regarde. Donc, oui. Très court. Alors, ça prolonge un peu la question d'Agnès, en fait. Les troubles de la croissance, c'est évidemment à la naissance, mais c'est aussi intra-utérin. Et je sais que c'est intra-utérin aussi, les troubles de la croissance. Et donc, je sais qu'il y a des approches pharmacologiques, donc avec des molécules chimiques ou des biothérapies, qui sont développées actuellement pour traiter les femmes enceintes, dont on sait qu'elles sont porteuses d'un fœtus atteint. Donc, est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi utilisé, ou est-ce que vous développez ça aussi, le traitement avant la naissance? Nous, ce que je parle des NuScale, on ne regarde pas pour des traitements in utero aujourd'hui, pas avec une lentille. Non, on ne le ferait pas. Virus. On ne le ferait pas. Après, la première partie de la question, ça c'est une question pour Elvire. Donc voilà. Oui, parce humblement, j'essaie de le remplacer, mais je n'ai pas la connaissance de répondre parce à que cette ça question. aussi, c'est une approche quand on sait que les bébés sont atteints, ça pourrait être utilisé. En tout cas, c'est des approches qui sont mises en place actuellement. Et puis l'autre question, c'est de l'autre côté, c'est une fois que la croissance est terminée, le jeune est toujours pathologique, et donc on peut aussi avoir des complications, des évolutions, que ce soit les articulations, la rétine, dans les sticlaires. Alors, je comprends qu'on s'adresse d'abord aux enfants, bien sûr, mais il reste encore des remodelages tissulaires qui sont pathologiques. Est-ce que c'est dans un deuxième temps? Quand est-ce que vous intervenez pour le traitement des complications ou stopper l'évolution des complications? C'est également, je vais reprendre en partie, mais première chose, juste dans la première partie de question, je pense que compte tenu de la vision des NuScale, la vision qu'elle a Elvire, on veut être agnostique un jour au niveau de technologie et devenir vraiment une entreprise qui connaisse très bien l'os. C'est comme je dis à mon mari, il n'est pas transparent. Non, pardon. Je blague. Et donc, ça sera très bien qu'on continue cette conversation. Et maintenant, excusez-moi, j'ai oublié la deuxième partie de la question, c'était... Oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'il faut également avoir une vraie réflexion parce que est-ce que maintenant, après, c'est avec les mêmes molécules possibles, est-ce que c'est maintenant une administration systémique ou est-ce qu'on peut penser à des administrations qui sont plus locales? Dans un deuxième temps, mais on réfléchit. Oui, merci. Je ne connais pas le modèle de souris que vous utilisez, mais et s'il a des retards de croissance également, par exemple dans les os de la face, du crâne, qui sont dus à une ossification intramembranaire et non pas endochondrale. Si c'est le cas, est-ce que votre stratégie modifie la croissance de ces os, qui ne sont pas dépendants de col2, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a un effet indirect? Cette partie-là, c'est le souris CELC qui a un glycine substitution, qui est une des mutations qu'on trouve chez l'homme. D'accord. C'est une souris qui est naturelle, donc qui a été découverte par Jack's Lab. Donc c'est celle qui est publiée et jubilée le nom de premier auteur. Maintenant, sur toute la description, et après mon collègue Stéphanie en lab, sûrement elle reprendra mieux à la question. Moi, ce que je sais, c'est que au niveau de tout ce qui est les cervicales, ils sont atteintes comme les enfants,
Et ça, on arrive à atteindre. Pour le reste, je ne peux pas. Mais en cours, quand je distribue mon adresse email, parce que pour nous, c'est vraiment une opportunité, et je vous remercie beaucoup pour nous inviter pour cette conférence, parce que pour vous rencontrer et commencer ce dialogue, j'aimerais bien que ça soit le début d'un bon réseau, qu'on puisse continuer cette conversation. Merci beaucoup. Merci.